Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Vers la simplification et la dématérialisation des procédures administratives au Cameroun. Une réunion en ce sens était organisée ce 11 janvier. Une séance dirigée par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni sur la question de la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, un fléau aux conséquences humanitaires lourdes pour la population. Et puis des mesures incitatives pour répondre à la pénurie de soignants au Maroc. C'est la stratégie adoptée par le gouvernement à l'heure où les contaminations au Covid sont en hausse dans le pays. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la rue ne décolère pas au Soudan. Ce jeudi, des manifestants ont de nouveau investi les rues de la capitale Khartoum et d'autres villes du pays, dont Bari et Omdurman. Un État entièrement civil où encore le peuple est plus fort et la régression est impossible. Tels étaient les différents slogans scandés par les protestataires. À Khartoum, la tension était particulièrement palpable. Les forces de sécurité auraient une nouvelle fois utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule selon des témoins. De son côté, la police soudanaise dit avoir perdu un de ses généraux. L'année 2022 s'annonce déterminante pour le Cameroun en matière de dématérialisation des procédures administratives. Un projet porté par Joseph Lé, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le ministre qui était d'ailleurs aux commandes d'une réunion organisée sur le sujet le 11 janvier. Fonctionnaires puis délégués régionaux y ont notamment pris part. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Ici, l'usager est roi, c'est le nouveau slogan du ministère camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative. Dans la matinée du 11 janvier 2022 à Yaoundé, le chef de ce département ministériel, Joseph Lé, a tenu à avoir un échange sincère avec les fonctionnaires camerounais et usagers de ses services. Pour lui, rien ne sera plus comme avant pour ces agents de l'État. L'administration publique ne doit pas être un monstre redouté par ceux qui viennent pour demander un service. Et c'est dans ce sens que nous travaillons dans le sens d'aller le plus loin possible en matière de dématérialisation et de simplification des procédures. Simplifier et dématérialiser les procédures administratives, un objectif que prône ce ministère en charge de la gestion des agents de l'État du Cameroun. Après cette rencontre fructueuse avec ses fonctionnaires et contractuels de l'État, le ministre Joseph Lé a présidé une réunion avec ses directeurs et délégués régionaux en visioconférence portant sur l'effectivité de cette simplification des procédures pour l'exercice 2022. C'est qu'en fait, depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19, nous avons accéléré les procédures en termes de dématérialisation et de simplification, en termes de digitalisation de nos différents services, y compris dans le cadre de l'organisation interne du travail. Cette séance de travail rentre dans ce cadre. Pour l'exercice 2022, l'enveloppe budgétaire du ministère camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative est fixée à plus de 13 milliards de francs CFA. Le programme de dématérialisation et simplification des procédures sera financé à plus de 67%. Le Cameroun, où parallèlement la région de l'extrême nord a de nouveau été secouée par une attaque. L'offensive menée par des combattants du groupe terroriste Boko Haram est survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier. Bilan, au moins un mort et 9 blessés dans les rangs des soldats selon le gouverneur de la région. La même source précise que les assaillants ont pris pour cible un poste militaire. Une attaque qui a aussi causé des dommages matériels. Plusieurs maisons ont été incendiées et des équipements militaires ont été volés. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Expansion du terrorisme, piraterie exacerbée. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime ont tous deux alerté sur l'urgence de la situation aux lourdes conséquences pour la population. Gladys Mwamba.
L'insécurité est grandissante en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est le constat établi le 10 janvier par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'avenir des populations inquiète. La détérioration de l'environnement sécuritaire s'illustre notamment par un regain de criminalité, par le déplacement des actes de terrorisme du Sahel vers les pays côtiers du Golfe de Guinée ou encore par la piraterie. Il est clair que l'insécurité maritime, les flux illicites et les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme représentent tous des obstacles majeurs à la réalisation de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les revenus d'origine criminelle coûtent 50 milliards de dollars par an aux 15 pays d'Afrique de l'Ouest, selon une étude menée en 2018 par l'OCDE, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ces crimes organisés perpétuent l'instabilité, la violence et la pauvreté. Les populations en sont les premières victimes. L'une des conséquences majeures de ce développement sécuritaire est que notre région vit une crise humanitaire multiforme. Plus de 38 millions de personnes risquent de manquer de nourriture d'ici la prochaine saison de soudure, soit une hausse de 23% comparée à l'année dernière. L'insécurité grandissante a conduit à des déplacements massifs de la population et un abandon des terres agricoles par les millions de personnes déplacées. Selon l'ONU, en novembre 2021, l'Afrique de l'Ouest comptait 8 millions de réfugiés, déplacés internes, rapatriés et apatrides. Pour garantir un retour à la paix dans la sous-région, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel appelle tous les États au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Au Maroc, les hôpitaux sont en souffrance alors que le nombre de contaminations liées au coronavirus est en hausse dans le pays. Les structures de santé font face à une pénurie de soignants, un problème auquel s'est attaqué le gouvernement qui prévoit de mettre en place des incitations fiscales en vue d'attirer des médecins et investisseurs étrangers. Un sujet de la rédaction. Le Maroc, touché de plein fouet par la propagation du variant Omicron. Depuis quelques semaines, le nombre d'infections augmente de façon fulgurante. Le pays a d'ailleurs franchi le 9 janvier dernier le seuil du million de contaminations depuis le début de la pandémie. Une situation pesante pour les hôpitaux qui souffrent en plus d'un manque cruel de personnel de santé. Nous suivons la situation épidémiologique chaque semaine. Nous nous attendons à ce que le pic soit atteint entre fin janvier et début février et que d'ici la fin février ou début mars, la situation évolue. Selon le gouvernement, le Maroc est actuellement confronté à une pénurie de 32 000 médecins et 65 000 infirmières. Un nombre difficile à combler dans la mesure où chaque année, seuls 1200 médecins reçoivent leur diplôme selon le ministre. Pour soulager les structures de santé, les autorités ont planché sur la mise en place d'incitations fiscales, et ce en vue d'attirer davantage les médecins étrangers. Les étrangers avaient l'habitude de rencontrer des difficultés lorsqu'ils voulaient venir au Maroc, tout comme les investisseurs et les médecins en exercice, même s'il s'agissait de médecins marocains résidant à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons levé ces obstacles dans le cadre du projet de loi 3321. Désormais, tous les étrangers, qu'ils soient investisseurs ou médecins, seront traités de la même manière que leurs confrères marocains. Ce projet de loi venant modifier la loi 131/13 relative à l'exercice de la médecine avait été adopté en juin dernier par la Chambre des représentants. Outre ces mesures fiscales, les autorités prévoient également d'augmenter les salaires des agents de santé. Nulle part ailleurs dans le monde, nous assistons à un enfer comme au Tigré. Ce sont les mots prononcés par le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a dénoncé le blocus humanitaire dans cette région située au nord de l'Éthiopie, région dont il est lui-même originaire, en proie à un conflit depuis plus d'1 an. Les explications de Gladys Momba. C'est un plaidoyer en faveur de sa région natale. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelle les autorités éthiopiennes à garantir un accès humanitaire sans entrave au Tigré, théâtre depuis 14 mois d'un conflit armé entre les forces fédérales et les anciennes autorités locales, issues du Front populaire de libération du Tigré. La région du Tigré est en état de siège depuis plus d'1 an.
Imaginez un blocus complet de 7 millions de personnes pendant plus d'1 an. Et il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, pas de soins, pas d'électricité, pas de télécom, pas de médias, pas d'argent, pas de services bancaires. Et imaginez l'impact de tout cela sur la santé. Le manque de médicaments a un impact direct et des gens meurent. Mais le manque de nourriture tue aussi. Et en plus de cela, les attaques quotidiennes de drones tuent des gens. Une situation que le chef de l'OMS a une nouvelle fois dénoncée le 12 janvier lors d'une conférence de presse à Genève. Une rencontre au cours de laquelle il a évoqué les multiples tentatives de son organisation pour assurer l'envoi de l'aide humanitaire dans toutes les zones vulnérables du pays. Du côté de l'OMS, nous avons essayé d'avoir accès, d'envoyer des médicaments au Tigré et dans d'autres zones touchées par le conflit, les régions d'Afar et d'Amara. Nous avons été autorisés à envoyer des médicaments dans les régions d'Afar et d'Amara, alors que nous n'étions pas autorisés à en envoyer dans la région du Tigré. Nous avons approché le bureau du Premier ministre. Nous avons approché le ministère des Affaires étrangères. Nous avons approché tous les secteurs concernés, mais aucune autorisation n'a été délivrée. Donc il y a une mesure flagrante qui a été prise. C'est un blocus et un siège depuis plus d'1 an. Et depuis juillet, surtout, aucun médicament n'a été délivré par l'OMS. Aucun. En décembre dernier, l'OMS est parvenue à expédier 14 tonnes de fournitures médicales à Afar et 70 tonnes à Amara, sans pouvoir en expédier à la région du Tigré. Les frappes aériennes meurtrières continuent d'entraver le déploiement de l'aide humanitaire, alors que quelques 7 millions de personnes en ont actuellement besoin dans ces régions. Le Cameroun rend un nouvel hommage à son ancienne icône du football, Samuel Mbappé l'épée. Une nouvelle statue à son effigie a été érigée dans la ville de Douala. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée ce 12 janvier, soit 2 mois après cette sombre histoire de vandalisme. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Un hommage en l'honneur de la star de football continental Mbappé l'épée, ce 12 janvier 2021 à Douala. De son vrai nom, Mbappé Moumi Samuel, celui qui s'est fait surnommer le maréchal dans les années 65, a été immortalisé par un monument en son honneur. La cérémonie de dévoilement de cette œuvre a vu la participation de nombreuses autorités traditionnelles et des acteurs majeurs du football camerounais. Des personnalités qui ont salué l'initiative du maire de la ville de Douala pour avoir érigé cette stèle afin que l'œuvre du joueur continue de vivre dans les mémoires des jeunes générations. Douala n'a pas oublié que Samuel Mbappé l'épée est la figure historique qui a inspiré le football moderne au Cameroun. Premier capitaine, a soulevé la Coupe africaine des clubs champions avec Oris de Douala en 1967. Mbappé l'épée n'a pas que rendu la capitale économique fière. Il a aidé à donner à notre football ses lettres de noblesse. L'hommage que la ville de Douala rend à cette figure légendaire, voire mythique du football camerounais, est amplement mérité. Au regard du parcours et du palmarès qu'il faut toujours situer dans le contexte des années 60 et 70. L'hommage à l'ancien international Mbappé autour de sa stèle a été l'occasion pour les anciens footballeurs et les autorités traditionnelles de vivre d'une part les passions de leurs années oubliées, mais également de porter à l'attention des autorités la nature de leur situation sociale. Parce que les Congolais nous mettaient par 1-0. Vers la fin du match, Mbappé voulait se déchirer parce qu'il demandait qu'on lui donne le maillot, il va aller égaliser. Malheureusement, son nom ne figurait pas sur la liste des joueurs envoyés à la CAF. C'est pourquoi Mbappé, ce jour-là, était complètement désolé. Nous sommes rentrés chacun de son côté, on ne savait même plus où on était. Voilà comment nous avons terminé cette journée. Pour rappel, le maréchal Mbappé l'épée est né en 1936 à Douala. Il a été l'un des footballeurs les plus illustres du Cameroun. Milieu de terrain, il a évolué à Oryx de Douala dans les années 50 et 60. Dans son palmarès, l'on retient le maréchal, 5 fois champion du Cameroun, 3 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun. Il est le premier capitaine des Lions Indomptables à soulever la Coupe des clubs, champion africain lors de la saison 1964-1965.
On reste au Cameroun avec les matchs programmés pour la journée de ce vendredi. Dans le cadre de la CAN 2022, le Sénégal sera face à la Guinée, suivi du face-à-face Malawi-Zimbabwe. Le Maroc affrontera également les Comores. La rencontre Gabon-Ghana viendra ensuite clôturer cette journée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À l'actualité continue sur Africa 24.